ce matin. Comment vous les moutons à 5 pattes, 40 pattes, sociopathes? Alors aujourd'hui, on va parler des tendances du recrutement IT en 2023. Alors, ça fait un peu tendance fashion geek, hein, mais ce qui va défiler, malheureusement, n'est pas forcément très très beau à voir. Tout d'abord, faisons connaissance. Donc moi, je suis Shirley Almosni Chiche. Ça fait 10 ans que je recrute. Donc sur les réseaux sociaux, on m'appelle Tata Chichi, mais vous avez parfaitement le droit de m'appeler Mamie Chichi. Je suis indépendante depuis 2018, donc j'ai créé mon entreprise. Je suis enfin une personne morale. Je suis agent de carrière, donc ça c'est le mot très très stylé en fait pour dire que je suis le pôle emploi du luxe en fait. Hein. J'aide, j'accompagne. C'est un effet inversé où c'est les personnes qui viennent à moi et j'essaye de leur trouver des entreprises. Je suis auteur de livres en recrutement, donc ça c'est le moment où je me la pète un petit peu. Donc j'ai écrit 3 livres, Les joies du recruteur, Startup Nation et The Pragmatic Recruiter. Alors moi et l'anglais c'est une catastrophe. Ma mère m'a appelée Shirley, mais clairement elle aurait pu m'appeler Charlotte. Chaque fois que je parle anglais, on dirait que je fais un AVC ou que c'est une mauvaise traduction d'Emily in Paris. Sinon, je suis comique du dimanche, j'adore faire rire, faire des blagues, c'est mon passe-temps favori, même si c'est pas toujours drôle. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette presse, il y en aura beaucoup. Voilà. Donc, si j'étais Ingrid, vous me diriez tout de suite, Ingrid, est-ce que tu biaises? Alors, très certainement. Dans cette présentation, ça fait que 5 ans que je suis à mon compte, donc je n'ai pas non plus une vue très très lointaine, on va dire, du recrutement. Je travaille essentiellement avec le monde des startups et des PME, et je travaille aussi avec beaucoup d'entreprises qui sont sur la région parisienne. Alors après, il y en a quelques clients, évidemment, en région. Je n'ai pas dit en province, en région. Et donc, ce qui fait que forcément, j'ai un regard certainement très biaisé durant cette présentation. Ensuite, si j'étais Miss Météo, je vous dirais, putain, ça fout l'orage. La rage, pardon, cette tempête de licenciement, on en parlera un petit peu plus tard. Si j'étais Myrma ou un gourou de la tech, je vous dirais, c'est important de croire en son avenir plutôt que de croire en l'avenir. Et en tout cas, en lisant les lignes de vos mains, je vois de très belles compétences digitales, back-end, front-end. Ah, je suis recruteuse, hein, il ne faut pas en attendre beaucoup de moi. Hein. Si j'étais psychologue, je vous dirais installez-vous, j'espère que les fauteuils sont confortables. J'y suis allée sur ces fauteuils quand j'étais beaucoup plus jeune, à Schema Business School. Et donc, sur les divans bleus sur lesquels vous êtes installés, on va parler des névroses du marché. Donc, les principales névroses que moi j'ai pu constater sur l'année 2023, c'est une psychologie de la peur, une aversion au risque, mais vraiment très très forte de la part des entreprises, mais aussi de la part des candidats. Un retour au conservatisme, esprit communautaire, biais d'endogroupes, je pense que certains certainement savent de quoi je parle. Retour à l'économie réelle, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle en tout cas de cette année. Et un décalage fort entre les exigences des entreprises et celles des candidats. Une déconnexion totale, on est vraiment sur une crise du Tinder de l'emploi. Ça ne sweepe pas vraiment dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt dans ce sens-là. Ensuite, le premier constat, c'est le suivant, télétravail en mode hybride pour ne pas lâcher la bride. Pour certains, on est clairement sur un retour sur site. Le site, c'est la vie. Et pour poursuivre la métaphore avec Star Wars, clairement, les locaux, ça coûte un bras. Hein. Rien que les 2 mètres carrés du baby-foot dans un local parisien, ça coûte à peu près 20 000 €, donc ça fait un petit peu cher l'équipe de foot quand même, hein, même le Qatar est choqué. Et donc, clairement, aujourd'hui, le constat est le suivant, c'est qu'on est sur un retour à 2 jours par semaine, et parfois ça peut être 2 jours aussi par mois ou tous les 2 mois. C'est à la fois une demande qui vient des entreprises, mais aussi des candidats. Beaucoup de candidats m'ont dit clairement, moi je refuse ce poste parce que c'est du full remote. Après, on est sur un format un peu dégradé, je dirais. J'ai 2 anecdotes à raconter par rapport à ça, où une personne vient sur site, mais fait une visio avec toute une équipe en télétravail. Ou encore même un effet chaise musicale, tu viens sur place, mais tu n'es pas sûr d'avoir ton siège. Un jour, on te dira, tu sais quoi, ta place, c'est au niveau du trône. Hein. Après, si tu fais du code salle, c'est cohérent. Donc, clairement, mes conseils, tout de suite, là, que j'ai envie de vous dire, c'est la chose suivante, questionner les pourquoi. Pourquoi une entreprise, aujourd'hui,
veut retourner sur un format sur site. Souvent, dis-moi quelle est ta politique du remote, je te dirai quelle est ta culture d'entreprise. Donc c'est une façon un petit peu de voir voilà, où elles en sont aujourd'hui par rapport à ça. Ça permet d'identifier très vite les red flags et de voir aussi si elles sont capables de faire des compromis pour vous. Et je dis bien en vous, en majuscule, parce qu'entre les licenciements de cette année et puis le coronavirus, à un moment donné, il faut penser un peu à vous. Le deuxième constat, valeur refuge et entre soi, non mais allô quoi. Alors, clairement, moi je vois un peu cette ambiance de réunion entre saoulés de leur taf qui se rencontrent en petit cercle anonyme. Beaucoup de personnes ont peur, donc il y a un petit peu l'effet candidat boomerang, ils retournent vers des entreprises qu'ils connaissent déjà, ou des managers qui connaissent déjà, ou des collègues qui connaissent déjà, parce que ça les rassure forcément. Côté valeur refuge, il y a aussi une valeur refuge qui est le salaire. C'est la principale raison qui pousse les salariés sur le départ à vouloir changer de poste. Ce qui n'est pas du tout étonnant. Pendant la période Covid, c'était clairement le télétravail qui était en première position. Et là, c'est le salaire. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le monde de la start-up a été un petit peu bullshit sur les BSPCE. Il y en a beaucoup qui ont eu plus d'argent en indemnité de licenciement qu'en BSPCE, premièrement. Et puis, mine de rien, le coût de la vie aussi, avec des prêts immobiliers beaucoup plus chers. Puis il y en a certains qui ont décidé de fonder une famille plus grande pendant le Covid aussi. Donc, naturellement, ça devient un critère indispensable, en tout cas, pour beaucoup de candidats. Côté entreprise, on est, comme je disais tout à l'heure, un peu sur un schéma, je dirais, irrationnel, avec des demandes farfelues, avec des processus de recrutement à rallonge, avec des étapes où on se demande si elles sont nécessaires ou pas. Et typiquement, j'ai reçu ce message sur Twitter, où est-ce normal qu'un recruteur demande une copie des diplômes, du dernier bulletin de salaire et d'un certificat de travail avant le moindre entretien, alors que c'est lui qui contacte la personne pour lui proposer un poste. Donc là, autant vous dire que allons-y joyeusement et vas-y pour la fiche d'impôt, vos analyses de sang, vos empreintes digitales et la recette de couscous de votre grand-mère. Bref, tout ça là pour dire que dans un contexte forcément de psychologie de la peur, il y a forcément ce schéma-là où la diversité, elle prend un coût très très cher. C'est-à-dire qu'on refuse tous les profils un peu neuroatypiques ou des profils qui sortent d'école au clock. On est passé de la start-up nation à la discrimination. Et clairement, au niveau de la poubelle des recruteurs, il y a beaucoup de CV qui s'accumulent, et c'est presque une allégorie des refoulés de boîtes de nuit. Et donc, on va tous chanter ensemble. Vas-y, assis-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir. Ambiance curriculum vitae. Voilà, vous avez la chanson dans la tête maintenant pour toute la journée. Mais au-delà de la blague, en fait, clairement, la discrimination, c'est ça quand même, c'est 150 milliards d'euros, soit 10 fois le budget 2022 du ministère du Travail, Emploi et Insertion. Donc si on s'y préoccupait un petit peu plus, peut-être qu'on aurait des sous pour la retraite. Les conseils que je peux vous proposer là tout de suite, au-delà de vous énerver, évidemment sauf sur les enfants et les animaux, c'est la chose suivante, c'est rassurer et expliquer votre chemin de carrière quand vous faites des entretiens avec des entreprises. Et ça veut dire quoi ? C'est n'allez pas tout de suite sur des éléments purement techniques, mais essayez un petit peu d'expliquer sur quoi vous travaillez en fait. Dans chacune de vos expériences, parfois vous parlez directement de la stack, mais on ne sait pas sur quel produit vous travaillez, on ne sait pas ce qu'est fait la solution, à quel utilisateur elle est destinée. Le contexte d'entreprise, on est sur du from scratch, on est sur de la refonte, on est sur de la maintenance. Et votre rôle aussi, on sait très bien que d'une entreprise à une autre, il y a autant de définitions de développeurs et de développeuses, de CTO, qu'il y a des fois des contextes. Donc c'est vraiment important de donner votre définition de votre rôle. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre expérience en fait ? Quel a été le cheminement technique ? Sur quel type d'architecture vous avez travaillé ? Est-ce qu'il y a eu un environnement de test, des bonnes pratiques ? Est-ce que vous avez mis en place justement ces bonnes pratiques-là ? Et sur le plan humain, est-ce que vous avez accompagné, encadré des personnes ou inversement, est-ce que vous avez été mentoré par des individus ? Et enfin, le livrable, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement personnel et collectif, les apprentissages, etc. Ça donnerait beaucoup plus d'épaisseur à votre discours et ça donnerait surtout une image un petit peu plus forte de votre impact à la fois personnel mais aussi collectif dans l'équipe et dans l'entreprise. Posez sur la table vos valeurs, explicitez vos souhaits. Donc moi, je vois que beaucoup d'entreprises, clairement, ne se gênent pas à mettre une liste au Père Noël pour savoir ce qu'elles veulent. Faites la même chose, en fait. Moi, j'ai clairement créé un document, en plus de ma proposition commerciale, parce que je suis indépendante. Donc du coup, j'ai créé un document de proposition de valeurs ou comment moi, j'aimerais bien travailler avec l'entreprise selon mes principes.
Et j'ai envie de dire, faites la même chose, faites ce document, qui vous êtes en quelques mots, vos valeurs clés et vos critères principaux. Si par exemple vous voulez du full remote, beaucoup de recruteurs, employeurs sont parfois pleins de préjugés et vont se dire, bon, la personne, elle n'est pas très sociable quand même. Mais si vous mettez en avant que dans les explications, clairement, c'est pour des questions familiales ou encore même, vous avez un autisme Asperger et que clairement le bruit en open space, c'est pas possible, bah, peut-être qu'au moins, ça fera un meilleur matching. Et il y a certaines entreprises qui vous contacteront et ça sera certainement les bonnes. Donc il y a moins d'entreprises qui vous contacteront et peut-être les meilleures. Montrer l'intérêt pour le produit, la solution, encore une fois, je vois beaucoup de personnes qui arrivent parfois sur des entretiens en se disant bah, « tiens, je vais là-bas parce que j'ai vu de la lumière ». Et c'est important de montrer peut-être un peu plus aussi votre regard sur pourquoi ce produit il vous parle en fait. Parce que vous allez passer quand même un certain nombre d'heures dans une journée. Et est-ce que pour vous ça a un impact pour votre vie perso? Est-ce que ça a un impact aussi sur le plan de l'éthique ou ce genre de choses? Donc c'est important de montrer voilà, de l'intérêt et ça fait parfois la différence entre un candidat et un autre candidat. Alors clairement, là je vais vous présenter quelque chose de bien, pas bien. Moi perso, je ne suis pas vraiment fan de ça. Je vais être assez cash, mais pour moi, c'est ce que j'appelle l'échelle de Macron, d'accord? Beaucoup de promesses, mais très peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste des technologies mises à nu, comme ça n'a pas vraiment de sens à mes yeux. Par exemple, vous pouvez mettre 5 étoiles ou 5 points sur du Java, parce que vous en avez fait pendant 15 ans, mais si vous en avez fait sans véritablement avoir fait d'évolution, sans avoir véritablement appris des choses, bon, bah, ça n'a pas vraiment de sens. Donc ce qui va vraiment intéresser les recruteurs et les employeurs, c'est aussi de se dire, à un moment donné, la technologie, elle a du sens quand elle est exploitée, mise en place dans un contexte. Est-ce que vous avez fait du Java dans un cadre JVM? Est-ce que vous avez fait du Java dans un cadre data ou dans un cadre web? Donc c'est ça vraiment qui va avoir de l'importance. Éclatement d'une bulle, fin des levées de fonds, début des levées de fonds. Donc on est passé des sièges confortables aux sièges éjectables. Bonne ambiance en ce moment. Donc je vais essayer de faire un petit laïus en mode économique, mais certainement qu'il y aura des choses à revoir dans tout ce que je vais vous dire. Mais disons qu'il y a deux grands domaines d'investissement aujourd'hui qui sont le domaine growth et le domaine value. Côté growth, c'est toutes les boîtes tech, le luxe, etc. Et donc c'est un investissement sur la croissance du chiffre d'affaires. Et côté value, c'est plutôt le secteur traditionnel, où là, on a les banques, on a le secteur automobile, on a les assurances, on a la grande distribution. Et donc, en fait, pendant plusieurs années, beaucoup d'investisseurs se sont dit, bah, allons clairement sur le domaine de la tech, c'est l'avenir. L'effet Covid a renforcé encore plus ça parce qu'on pensait que tout serait numérique, que ce soit les livraisons de repas, que ce soit les espaces en mode visio, etc., etc. Donc, du coup, ils se sont dit, c'est vers là qu'il faut aller. Et après, il y a eu un petit désenchantement en post-Covid parce que finalement, ils se sont rendus compte quand même que les gens appréciaient se voir en fait. Donc beaucoup d'entreprises ont déjà pris un coup à ce moment-là. Et deuxième coup, ça a été donc l'augmentation des taux d'intérêt. Un peu comme vous, je veux dire, si vous voulez faire un achat immobilier, je ne sais pas si vous avez vu les taux d'intérêt aujourd'hui, vous allez vous dire, je vais attendre un petit peu que ça baisse. Bah, les investisseurs, ils se sont dit un petit peu la même chose avec toutes les startups. Ils se sont dit, on va attendre un petit peu, on ne va pas rallonger les levées de fonds, on va avoir même les réduire totalement, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, clairement, ont stoppé complètement les levées de fonds, ce qui a provoqué clairement la chose suivante. On est passé de c'est la grosse vache à lait à c'est la grosse merde. Et donc, clairement, aujourd'hui, heureusement que la France a un secteur value un peu important, donc ça fait un bon équilibre gross value, alors que la Silicon Valley, clairement, on est vraiment beaucoup plus sur un format gross. Et donc, il y a eu plus de 200 000 licenciements depuis janvier 2022, ce qui est assez énorme. Ça s'est un peu stagné, je trouve, aujourd'hui. Même si voilà, c'est surtout des levées de fonds qui n'ont pas lieu ou des gens qui finalement, des entreprises qui se sont dit que finalement un PowerPoint ça suffisait pas pour faire du business et que sans ce levée de fonds il faut trouver quand même un ancrage économique et pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas toujours trouvé donc elles ont fermé les portes. Donc clairement on est sur toute la ville de Nice qui prend le large. Tranquille. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, on va me contacter en tant que recruteuse en disant bon, là, c'est bon, maintenant tu peux ramener le chalutier. Bon, il faut ramener de nouveau des poissons. Sauf que là, la petite sirène, elle va dire tu te fous de moi ou quoi? J'ai pris le large, maintenant tu me demandes de revenir. Tu veux mon polochon dans la face ou comment ça se passe? Oui, la petite sirène, elle est un petit peu énervée. Mais voilà. Donc du coup, vraiment une ambiance de recrutement pas simple, vraiment dans ce contexte où beaucoup de personnes se sont retrouvées vraiment sur le carreau dans des situations parfois avec un abus du droit du travail, même si en France on dit qu'on est loti, il y a eu quand même des choses très très sales.
Alors, Payfit, je n'ai rien contre cette entreprise, mais je trouvais que le cas d'usage était assez intéressant, dans le sens où ils ont levé 254 millions d'euros en janvier 2022, et en mars 2023, licenciement de 20% des effectifs, ce qui a été le cas, je pense, pour beaucoup d'entreprises. Et en fait, ça donne un peu cette impression que finalement, avec le monde de l'ESN, il y a eu les coronavirés, puis là, le monde de la start-up, il y a eu donc les licenciements, où le poste, clairement, là, si on y réfléchit, a duré même pas un an, ou même plus d'un an, je veux dire. Et donc, au final, choisir entre une ESN, le freelancing et la start-up, finalement, il n'y a plus trop de différence en termes de stabilité. Et donc, on est vraiment sur un cycle des startups suivant, Payfit, Payfat, Payplus. Voilà. Les conseils que je peux vous donner là tout de suite, c'est sortez de votre jargon purement informatique dès l'instant où il y a le secteur value quand même qui recrute. Et pour beaucoup de ces entreprises, elles n'ont pas forcément, on va dire, une... je ne vais pas faire des caricatures, mais une appétence technique. Elle voit plus la technique comme un centre de coût qu'un centre de profit. Donc, du coup, ça veut dire naturellement qu'un entretien, peut-être qu'il faut rendre un petit peu plus son discours accessible et avoir aussi, pourquoi pas, une possibilité d'avoir un terrain de jeu sur l'impulsion de la culture technique. Tout ce qui va être bonne pratique, les sujets agiles, etc. Bon, je sais qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais globalement, il y a quand même un terrain de jeu intéressant par rapport à ça. Investiguer aussi sur la santé financière des entreprises, celles qui vous disent bah là c'est bon, on va faire une levée de fonds et c'est tout bon, on va pouvoir recruter. Regardez bien plus que le chiffre d'affaires, mais vraiment la trésorerie, comment elles se font de l'argent, c'est qui les utilisateurs, est-ce qu'elles ont plus qu'un client? Parce que des fois, elles se reposent que sur un seul client et c'est assez flippant. Et aussi, faites des prises de référence, contactez les anciennes personnes qui sont parties. Là, c'est pareil, j'ai envie de dire, un peu comme la question du remote. Dis-moi comment tu traites les gens qui sont partis, je te dirai quelle est ta culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est ce qui reste quand les gens sont partis. Et donc, souvent, c'est une bonne façon un petit peu d'évaluer comment on traite les personnes quand ça va mal. Hein. C'est souvent qu'on voit, dans ces moments-là, on voit souvent le vrai visage, un peu comme dans le mariage. Ensuite, communication et aptitude humaine pèsent dans le game. Donc ça date pas de 2023, mais plutôt depuis quand même maintenant pas mal d'années, où on attend clairement d'un développeur ou d'une développeuse qu'elle fasse bien plus que juste du code derrière un écran. Et donc, moi, je le constate en tout cas dans les décisions de recrutement, ça pèse à hauteur de 60% versus 40% pour les compétences techniques. Typiquement, il y en a, dans le discours, je vais avoir des personnes qui vont me dire bah, je préfère une personne qui est un peu moins bonne techniquement, mais clairement qui va pouvoir bien s'intégrer à mon équipe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, recruter, c'est dur, fidéliser, c'est dur, et des fois, il suffit d'une personne pour que ça fasse exploser en plein vol une équipe. Donc, elles attachent beaucoup d'importance à cela. Et j'ai envie même de vous dire que c'est très important pour la marque employeur. Je l'ai dit bien fort, bon après j'ai pas envie de vous casser les oreilles non plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, autant les entreprises choisissent des individus, mais les individus choisissent aussi des individus et non pas des entreprises. Donc il suffit qu'il y ait une communication un peu toxique sur les réseaux sociaux ou qu'il y ait une communication un peu gênante en entretien ou dans le processus de recrutement. Parfois ça peut clairement flinguer le fait de recruter ou non une personne. Communiquer, c'est coder. Vraiment, c'est un principe. Bon, je pense que je vous apprends rien sur ça. Hein, ça reprend un peu clairement les notions de craft. Hein, c'est-à-dire que le code, c'est presque une infime partie de votre métier. La plus grosse, ça va être quand même de communiquer aussi bien que les utilisateurs, avec l'équipe, avec tout un tas d'acteurs. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à délivrer de la valeur sur le fait d'avoir bien compris le besoin initial plutôt que de faire de la feature ou pisser du code juste parce qu'il faut faire une feature en fait. Et surtout, par rapport à ce point de la communication, ça vous éloignera grandement du principe de Peter. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, qui dit que la promotion interne est basée sur les performances du candidat à son poste précédent plutôt que sur ses compétences et aptitudes pour réussir son nouveau poste. Par exemple, moi je vois beaucoup d'entreprises où elles se disent tiens, une personne est très très bonne techniquement, on va la faire évoluer en tant que manager. On se dit c'est la suite logique, ou soit pour une question de salaire, soit c'est pour des questions de hiérarchie, et parfois c'est une énorme erreur. Et j'ai envie de vous dire que plus vous êtes capable de développer vos aptitudes en communication, plus ce principe s'éloigne, d'autant plus qu'on attend des attitudes de communication déjà à l'étape du rôle de développeur, et ce n'est pas juste à l'étape du rôle de manager.
Alors, mes conseils, donner une réalité professionnelle à vos soft skills. Pareil, comme je le montrais tout à l'heure avec les technos, il y a un peu ce même principe, je trouve, avec les soft skills où personne disent disponible, rigoureuse. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Clairement, comment elles se matérialisent, comment elles vivent, en fait, vos aptitudes dans le cadre de votre poste, en fait. Être dans l'excellence technique, dans la rigueur, ou encore même dans, je ne sais pas, le mentoring, etc., ça, c'est pas pareil d'une entreprise à une autre. Ensuite, il y a aussi comment vous êtes humain en dehors en fait, de votre poste. Donc ça peut se traduire sur le plan associatif, ça peut se traduire sur le plan sportif, et puis sur les formations que vous pouvez faire aussi ailleurs. Et prenez des cours, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir des aptitudes de communication, donc ça peut être parfois par des cours de théâtre, du coaching ou ce genre de choses. Et poser un diagnostic, c'est tout bête, mais parfois, en tant qu'agent de carrière, j'accompagne des individus et je vois que le dénominateur commun de ces problèmes, c'est elle-même en fait. Des problèmes relationnels avec ses collègues, dans le cadre du processus de recrutement, avec son manager. Et parfois, c'est à un moment donné, peut-être qu'il faut poser un diag sur un TDAH ou un autisme ou ce genre de choses. Ça permettrait non pas de mettre une étiquette, mais de mieux se comprendre soi-même et de construire une relation beaucoup plus saine avec soi-même et avec les autres. Et des fois, ça a aidé des personnes, moi j'en ai vu certaines qui ont fait cette démarche-là, et ça a été un vrai déclic à la fois pour choisir, bien cibler les entreprises, mais aussi pour mieux interagir au quotidien avec ses collègues. Et enfin, n'acceptez pas une promotion comme une récompense. Sur ça, je pense que ça reprend un peu le principe de Peter. Alors, dans la famille recrutement, je demande en gel les salaires. Alors, ne soyez pas trop royaliste, mais vous ne faites pas berner non plus. Donc, clairement, aujourd'hui, pourquoi les salaires ont du mal à grimper? Parce qu'on est sur l'éclatement d'une bulle qui ressemble beaucoup à la bulle 2000, où, un peu comme toute bulle, à un moment donné, ça fait baisser les prix. Les boîtes américaines poussaient vers le haut grandement les salaires. Donc, par exemple, une personne avait une proposition d'une start-up et d'une entreprise un petit peu plus américaine, du coup, ça pouvait faire de la surenchère au niveau des salaires. Le marché, il est aussi beaucoup plus inversé. Dès l'instant où il y a plus de candidats que d'offres, les prix baissent aussi. Et enfin, le secteur value plus traditionnel, donc du coup, recrute et valorise un petit peu moins la tech. Là, j'ai une grille de marché que moi, j'ai pu sortir des différentes propositions sur la partie Île-de-France, avec des juniors à 38-43, confirmés 45-55, seniors 58-65, et 10 ans et plus 70-80. Clairement, en région, on est sur des 10 KE un petit peu moins, surtout sur les gros salaires, typiquement seniors et à 10 ans d'expérience. Mais pareil, ça, j'ai mis une grille sur le nombre d'années d'expérience, mais c'est clairement des choses qui peuvent être revues parce que la seniorité, la juniorité, c'est un grand débat, je sais, dans la tech. Mais parfois, on peut être très junior sur le papier, mais quand même assez confirmé dans la réalité. Donc vraiment, voilà, une ambiance tech Lidl, où j'ai l'impression que le plafond de verre des 70-80 a du mal à être franchi, notamment pour des postes autour de software engineering. Alors, à défaut justement de pouvoir bien payer les individus, beaucoup d'entreprises envisagent de mettre la semaine de 4 jours pour le même salaire. Donc ça, c'est un chiffre qui ressort aujourd'hui de l'enquête Robert Half. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle. Après, ça dépend ce qu'on met aussi dans les 4 jours de travail. Si c'est pour travailler plus, il faudra bien discuter tout ça. Mais en tout cas, il y a matière à gagner des points sur la partie justement tout ce qui est bien-être, etc. Alors, moi, mes conseils, demandez une augmentation en interne avant de signer ailleurs, si vous arrivez. Bien évidemment, des fois, il y a des personnes qui changent de poste sans essayer. Après, il y en a qui ont essayé plusieurs fois et ça n'a toujours pas fonctionné. Et des fois, ils partent dans l'idée d'aller ailleurs, de prendre une proposition chez un concurrent et de revenir en interne pour faire une augmentation. Donc là, nous, en tant que recruteurs, parfois, on est un peu fâchés, mais je comprends parfaitement, à un moment donné, si ça permet d'obtenir parfois 10 à 15% d'augmentation. C'est la bonne nouvelle. Après, ça peut être piégeux, parce que tout simplement, l'employeur vous a augmenté un petit peu sous l'effet de la menace. Et donc, du coup, il y a un petit peu ce côté, on t'attend au tournant, en fait. Donc, dès l'instant où on t'a augmenté beaucoup, tu vas devoir travailler carrément plus. Tu te retrouves à avoir un énorme burn-out à la fin, et tu as fait 1 an avec un bon salaire, et ton salaire, tu ne l'as pas exploité au niveau des compétences ailleurs. Donc, du coup, tu t'es très bien payé, mais tu n'as pas forcément les compétences associées.
Ensuite, exiger une augmentation en fin de période d'essai. Il y en a qui ont essayé de faire ça et ça a bien fonctionné. Typiquement, vous demandez, je sais pas, 75, on vous dit, bah non, c'est pas possible, on peut te faire que 70. Bah ok, on dit 70, mais à la fin de période, c'est écrit noir sur blanc, j'obtiens 75. Bon, des fois, ça marche. Renseignez-vous sur les salaires du marché. Des fois, vous êtes soit trop en dessous, soit trop au-dessus. Beaucoup de personnes que je vois ont un poste que j'appelle parfois mémoire de forme, c'est-à-dire un poste vraiment calibrés pour eux, dans leur entreprise. Ils font 46 000 choses, ou alors ils sont très très bons sur une solution logicielle qui n'est pas une solution très exploitable ailleurs. Donc ils finissent par être très très bien payés, mais leur salaire n'est pas du tout en phase avec les employabilités face au marché. Et enfin, posez vos limites. Comme je le disais, c'est la fin des levées de fonds, mais les entreprises partent du principe qu'on ne recrutera pas 14 personnes, mais 2 personnes, mais qui vont faire le taf des 14. Donc on n'est parfois pas sur le recrutement d'un individu, mais d'un département IT. Donc du coup, c'est important de voir avec elle à un moment donné où est-ce que vous mettez le curseur en fait, entre la première année et la deuxième année, qu'est-ce qu'il faudra privilégier dans votre poste. Alors, focus hype, je déteste ce terme, mais bon, il fallait quand même en parler. Petit aparté, donc voilà, les technologies, c'est comme les religions, chacun a son jardin des devs, ses gourous, ses communautés, ses combats, ses croyances, ses espoirs. Moi, je suis juste témoin de Java, donc je ne suis pas là pour vous dire telle technologie est mieux qu'une autre. Donc, je reste au nom du Père et du Jésus-Christ. Amène ton CV, hein, d'accord ? Voilà, donc du coup, en termes tout de même de ce que je peux voir dans les propositions d'embauche, etc., disons que Python, comme dirait Léna, est une bonne situation. Voilà. Notre ancien président trouve ça plutôt pas mal aussi. Et il fallait bien que je vous réveille quand même sur la fin de cette keynote. Et globalement, c'est vraiment une technologie qui monte par rapport au classique .NET Java. Pourquoi ? Parce que il y a un petit côté usage à plusieurs niveaux, imagerie 3D, web, data. Donc c'est un usage quand même assez polyvalent. Après, il y a les classiques qui perdurent .NET Java, mais ils ne sont jamais vraiment tout seuls dans un environnement technique. Il y a souvent une association avec d'autres technologies. Et enfin, les domaines qui cartonnent, c'est la sécurité, l'infra, le cloud, et la stabilisation et recherche d'optimisation. Sur ce point, j'avais envie de faire une petite métaphore avec le monde du restaurant. On va dire qu'avec le monde des levées de fonds, en veux-tu, en voilà, on était vraiment sur, je sais pas, un restaurant qui avait une carte avec 46 menus, soit 46 features, et vas-y qu'on en fait plusieurs en mode, il faut absolument qu'on ponde de la feature. Et aujourd'hui, on est un peu sur un schéma où maintenant, toute l'équipe où sur la feature où il n'y avait pas de rentabilité, on l'a cuté. Maintenant, on veut des features où ça ramène un petit peu d'argent. Donc, c'est un peu arrête ton code spaghetti, tes clients se barrent de la salle. Donc, on va stabiliser un petit peu tout ça. On va faire une carte de restaurant avec 3 bons menus plutôt que 46 menus. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein, du coup, de se dire on va penser à la rentabilité quand même. C'est plutôt sain comme démarche et non pas attendre des millions qui tombent sur la table. Ensuite, concernant le langage, j'aime bien aussi dire que c'est le domaine aussi qui drive le langage, dans le sens où des fois j'ai des personnes qui me disent je débute dans la tech, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller sur Python, React? Déjà j'ai envie de dire mais dans quel domaine tu veux aller en fait? Entre le web, entre je sais pas, le développement embarqué, la robustesse par exemple Rust, le développement embarqué ça peut être C, il peut y avoir aussi l'édition logicielle avec Java, .NET, donc ça peut aussi grandement dépendre du langage, du domaine, et donc il ne faut pas voir la technologie encore une fois toute seule, mais aussi en fonction de ses aspirations. J'aime bien cette phrase aussi de Ludwig qui dit, à un moment donné, il parlait des langues étrangères avec cette phrase-là. Et moi, j'ai envie de dire exactement la même chose pour les langages informatiques. Plus vous êtes capable d'en explorer beaucoup de langages informatiques, avec des paradigmes, même des cultures différentes, même des logiques algorithmiques très, très différentes, plus vous êtes capable d'en apprendre des nouveaux, en fait. Donc c'est important à un moment donné de sortir parfois aussi de sa coquille du langage et d'en explorer des nouveaux. Alors le focus sécurité, donc là c'est pareil, j'ai beaucoup de personnes qui disent voilà je suis développeur ou développeuse React, est-ce que tu as un poste côté front-end? Bon, ça commence à être un peu bouché, je ne vous cache pas. Donc du coup, à un moment donné, s'il y a bien une corde à votre arc à développer, c'est peut-être bien la sécurité. Le nombre d'emplois vacants dans le milieu de la sécurité a bondi, c'est 350% dans le monde quand même, avec 3,5 millions de postes vacants. Donc il y a de quoi faire pour le coup. Même l'État s'y intéresse, hein, c'est 1 milliard d'euros depuis février 2021. Je crois que le coût économique des cyberattaques, c'est 1 000 milliards de dollars en 2020.
Donc forcément que le gouvernement s'y intéresse un peu, d'autant plus que les failles de sécurité sont de plus en plus pertinentes, subtiles. Donc il y a vraiment des grosses compétences à développer là-dedans si c'est évidemment un domaine qui vous intéresse. Même Simplon avec Microsoft aussi ont fait le choix de créer un partenariat. Alors, mes conseils, donc là, vraiment, pareil, aujourd'hui, j'ai remarqué que la spécialisation, c'est plus trop sur un langage. Avant, on adorait, recruteurs, employeurs, dire « mais c'est quoi exactement ta spécialisation sur un langage? Est-ce que tu connais cette version du langage ?» Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un discours très, très différent, où on parle plus d'écosystème. Quelle est ta compétence dans un écosystème donné? Par exemple, back-end, par exemple, front-end, par exemple, data, par exemple, infra, et non pure technique, en fait. Et je remarque que ça fait vraiment... mettre en avant une polyvalence pour beaucoup de développeurs, etc. Et ça permet à un moment donné aussi de montrer un intérêt pour les nouveautés, mais de votre écosystème. Et n'allez pas forcément chercher 36 000 technos partout, mais allez déjà maîtriser les bases de votre écosystème pour bien se vendre, en tout cas, en entretien. Alors, tu conclus. C'est bon, à un moment donné, il faut conclure. Alors, je dirais déjà, c'est tout bête, mais j'ai parlé des tendances du recrutement IT dans cette présentation, mais le terme tendance, j'ai tendance franchement à ne pas l'apprécier beaucoup, parce que pour moi, souvent, les tendances sont une illusion de fréquence. C'est-à-dire, c'est une distorsion de notre pensée lorsque, suite à la réception d'une nouvelle information, nous avons l'impression de l'avoir partout, même là où il ne faudrait pas. Et c'est un petit peu ce que je vois typiquement avec les personnes en reconversion. Une personne va dire, bah voilà, ça n'a pas marché avec cette personne en reconversion dans mon équipe. Une autre va dire, ça n'a pas marché avec une personne en reconversion dans mon équipe. Donc ça crée des biais où forcément toutes les personnes en reconversion, il ne faut pas les recruter parce que ça ne marche pas avec elles. Un exemple. Et donc du coup, ça donne un petit peu des biais, des erreurs de décision en matière de recrutement. Et puis aussi, ça donne un peu cette impression parfois où on croit que c'est une nouveauté, que c'est génial, alors que c'est juste beaucoup mieux brandé. Et donc là, je donne l'exemple de ChatGPT, où on a l'impression de le voir partout. Ton code, c'est toi qui l'as fait, j'en doute. Ton site internet, c'est toi qui l'as créé, j'en doute. Ton article de blog, c'est toi qui l'as créé, j'en doute. Bon, bref, et ton enfant, c'est toi qui l'as conçu, j'en doute. Donc il y a un petit côté, à un moment donné, on se dit, OK, c'est vrai que ça a un énorme impact aujourd'hui dans notre société, mais l'IA, ça n'existe pas depuis hier, en fait. Donc, à un moment donné, c'est déjà bien de connaître un petit peu la réalité derrière ce terme, la réalité aussi dans les usages du quotidien, plutôt que tout de suite se lancer parfois sur un mot qu'on a vu parce qu'il fait bling-bling et parce qu'on se dit c'est la tendance. Aussi, côté tendance, il y a l'effet loupe aussi. Beaucoup plus d'économistes, d'influenceurs vont forcément avoir plus de vues et de likes sur des informations négatives. Et les fake news, c'est aussi le cas. Elles mettent 6 fois moins de temps pour toucher un groupe de 1500 personnes. Donc il suffit que vous soyez une personne en besoin de likes, de visibilité, vous allez créer des fake news, mettre des informations négatives et vendre du rêve avec des mots qui font bling bling. Et donc, ça donne tout de suite un peu l'effet de tendance. Donc, c'est vraiment important, je dirais, dans l'informatique, mais aussi dans les confs en général, de développer son propre esprit critique. C'est vraiment à ça que ça sert de participer à des conférences, c'est de prendre la parole comme je le fais, mais aussi d'avoir un tas d'informations pour en sortir vraiment votre propre opinion sur les technologies et le monde de la tech. Merci pour votre attention. Donc si vous voulez, après j'ai mes slides, je vous donnerai les sources à chaque fois, parce que ça peut être utile. Mais voilà, merci à tous. Merci Charlie.